vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Et aujourd'hui, avec nous, notre émission, Jacques et moi avons un invité de marque. Cet invité de marque, d'ailleurs, Jacques, je vais te laisser le présenter parce que il a marqué son temps, il marquera son temps, et alors, puis c'est la marque d'aujourd'hui quand même. Bonjour à tous. Alors je tiens tout de suite à dire que ça n'est pas Billy Shears, même qu'il l'aime beaucoup. C'est néanmoins un artiste majeur depuis au moins 30 ans de la musique française, Ramon Pipin, le néanmoins très célèbre Ramon Pipin qui a cofondé un groupe que vous connaissez tous et qui s'appelait Au Bonheur des Dames. Voilà, exactement. Il y a longtemps, hein. 72, hein, la formation du groupe quand même. Hein. La vache déjà. Oui. C'était hier pour moi que tu partais à Sarcelles. J'avais 20 ans quoi. Ouais. Voilà, Ramon a eu plusieurs groupes, plusieurs formations, dont celle qui a suivi Au Bonheur des Dames et qui était Odeur, et qui nous a vraiment gâtés de musique et de concerts mémorables, toujours plein de bonne volonté, plein de bonne humeur, avec des musiciens top, et puis des albums en solo, de la musique de film extraordinaire, un livre, un roman. Un livre, ouais, voilà. qui malheureusement, mon éditeur a fait faillite, enfin c'est pas à cause de moi, hein, mais donc il est un peu passé aux oubliettes, c'est dommage, j'ai beaucoup travaillé dessus, et c'est un bouquin que j'aime bien. Et justement, tu peux reprendre les droits de ce livre pour le rééditer quelque part quand même, ou quand un éditeur fait faillite ils sont à moi les droits. D'accord, heureusement. Ouais. Mais bon, d'abord je m'en suis pas vraiment occupé, je connais pas d'éditeur. Alors s'il y a un éditeur parmi vous, n'hésitez pas à appeler. Hein. Voilà. Alors, sur le 15 560 de votre poste. Je voudrais dire un truc, c'est que lorsque Pierre et moi on travaille, on choisit nos propres chansons, et quand on a un invité, on lui laisse tout à fait la carte blanche, c'est lui qui choisit tout. Et donc Ramon Pipin m'a envoyé sa liste de chansons, et j'ai pris un pied fabuleux à travailler, à préparer cette émission, et j'espère que vous allez partager le plaisir que j'ai eu moi à la préparer. Je crois que même Pierre va la découvrir puisqu'il n'avait pas la possibilité de les écouter jusque-là. Oui, j'ai eu des pannes d'informatique. D'accord. Donc, on commence par le premier titre. Bah ouais, moi, c'est vrai que je suis un aficionado, enfin c'est même pas un aficionado, un passionné de musique, que j'en écoute beaucoup, que j'en ai écouté beaucoup, depuis que je suis très jeune jusqu'à aujourd'hui. Donc cette playlist, évidemment, j'ai oublié des milliers de chansons, mais c'est des choses qui me sont venues comme ça quand Jacques m'a demandé. Tout est un petit peu en rapport de près ou de loin avec les Beatles quand même malgré tout, puisque Jacques tiens, je me suis livré un calcul et j'ai calculé que tu avais prononcé dans ta vie le mot Beatles 3 492 638 fois. Seulement. Je suis pas d'accord. 39 fois. Non, il t'en manquait un. Oui, mais c'est dommage. Oui, parce que pour nos amis, effectivement, c'est mon métier, les Beatles. Nous avons aussi cette émission avec Pierre qui s'appelle « Et les Beatles chantaient » et on les évoque donc très très longuement à ce micro. Donc, dis-moi Ramon, donc le premier titre c'est « Playground » de XTC. Alors pourquoi XTC? Alors XTC, pour moi, ce sont, je crois, les seuls justement qui ont pu succéder aux Beatles avec un talent absolument irremplaçable. Andy Partridge est un génie mélodique et est également un auteur de génie à mon avis. Ce groupe est un petit peu méconnu, pourtant ils n'ont fait que des grands albums et des chansons absolument magnifiques, d'une invention mélodique incroyable, d'une réalisation incroyable, et j'adore XTC. Bon, allons-y. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré. Avec nous aujourd'hui, Ramon Pipin, que Jacques et moi nous accueillons. Jacques, tu avais des choses à dire sur XTC. Ils ont un point commun avec les Beatles, ils ont pratiquement le même nombre d'albums en solo, c'est-à-dire 13 albums. Il y a eu une autre identification du groupe, une autre personnalisation du groupe, c'était le pseudonyme Duke of Stratosphere, où ils ont sorti 2 EP, un album, enfin c'est un peu entre 2 et 3 albums. C'était la période où justement... ils publiaient plus parce qu'ils étaient en bisbille avec leur maison de disques. Nommons-la. C'était qui? C'était Virgin. Virgin. Non, c'était Virgin. Oui, autant dire. Quand même. Et donc, comme récréation, ils se sont dit, tiens, on va faire un album psychédélique, et c'est vraiment
totalement psychédélique, avec toujours les belles mélodies de Partridge et Moulding, mais il y a les sitars, les réveils matins, les bandes à l'envers, il y a tout, c'est très très bien foutu. Alors, on voudrait quand même un peu revenir sur la carrière de Ramon Pipin. Donc, tu as commencé. Mais on s'en fout, c'est XTC qui est important. Ah bon. Donc, on se fout que tu passes au Café de la Danse bientôt. Non, on se fout que tu vas sortir un nouvel album. Bon, mes enfants, l'émission est terminée. Je vous remercie d'être venus. Alors, non, Jacques a raison. Parlons, faisons déjà un overview de ta carrière et on va parler du futur, de l'actualité aussi. C'est très important. Ton premier groupe, c'était pas Au Bonheur des Dames. Ah non, j'avais un groupe avant Yo Man qui s'appelait Yo, absolument, où on faisait un peu du... Enfin, je faisais déjà mes propres compositions, mes propres morceaux. On a gagné ce qu'on appelait à l'époque le tremplin du golf. Je sais pas si tu te souviens, c'est-à-dire que les groupes se réunissaient le vendredi soir et il y avait une espèce de concours comme ça et le meilleur groupe était... je crois qu'on n'était pas arrivé premier, on y arrivait ex aequo avec le groupe des frères Angèle, Claude Angèle et Selmar. Et voilà, et puis en fait, peu de temps après... Bon, avec ce groupe, j'ai quand même fait pas mal de trucs. J'ai joué au festival de Biot, entre autres, avec Zappa, tout ça. Ça devait être en 70, en 71. Il y avait Zappa, il y avait Amondul, il y avait peut-être Soft Machine. Amondul, oui. C'est pour ça qu'on t'a après comparé à Frank Zappa ? Non, je pense pas. Ça va être la moustache. Que je n'ai jamais eu, c'est pour ça que je dis ça. Donc Zappa, Amondul. Voilà, et puis en revenant, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire des trucs compliqués, de la musique. Pourquoi on fait pas un truc simple et qui fait marrer les gens? D'où Au Bonheur des Dames, qui est venu comme ça. On a dû répéter le répertoire en une semaine, et puis on est passé au tremplin du golf. Alors on l'a pas gagné parce que Henri Leproux, qui était le patron du Golf Draw à l'époque, il était embêté de délivrer un Oscar comme ça à un groupe qui avait en fait qui était là pour déconner. Oui, qui était là. Voilà. Donc on a gagné à l'époque le prix de la bonne humeur qui nous avait été décerné. Et puis vous avez gagné aussi surtout l'acceptation du public parce que vous avez eu un tube énorme avec on a fait d'abord un premier 45 tours au château d'Hérouville, donc où il y avait à l'époque Bowie, Elton John et tout ça que j'ai croisé. Michel Magne. Enfin, nous, c'était Dominique Blanc-Francard qui était notre ingénieur du son. Et on a fait un premier 45 tours qui n'a pas marché. Et après, on a fait l'album qu'on a enregistré donc en 60. Je crois fin 72, début 73. Et mais Oh les filles n'a été un tube qu'en 74, un an après. Attends, je vais te poser. À cause de quoi? À cause des radios ou à cause qu'il y a eu un boycott contre vous? Ça n'est pas le premier titre qui a été promotionné. Le premier, c'était, je crois, Mage des Malabars, qui était une chanson que j'avais faite. Et je crois qu'ils ont changé ils ont changé leur fusil d'épaule après et qu'ils ont sorti les filles et que c'est devenu un tube à l'été 74. Interstellaire. Qui est un numéro 1. C'était un vieux titre déjà. Alors c'est un titre qui s'appelait Sugary. De Marty Robbins. Marty Robbins était un chanteur un peu de country américain et il avait été adapté une première fois par les Pingouins. C'est ça. Dont le bassiste était à l'époque justement Dominique Blanc-Francard, qui était là notre ingénieur du son, et le chanteur était Thierry Vincent, qui était notre directeur artistique. Et c'est eux qui nous ont poussé à enregistrer ça, sauf qu'on a rajouté beaucoup de conneries, puisque eux l'avaient sorti quelques années auparavant et ça n'avait pas marché du tout, quoi. Et c'est pas toi qui chantais, qui était en voix principale de Oh les filles, il faut quand même le rappeler, c'était Vincent Lamy. C'était Vincent Lamy et Dick Ritchell. Qui au départ a été attaché de presse chez Pathé Marconi. Il s'occupait des Beatles et c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'était un garçon il s'occupait des Beatles, adorable à l'époque. Oui, Lord Byron. C'est la seule fois dans ma carrière Beatles entre guillemets où j'avais pas besoin de demander quoi que ce soit à la maison de disque. Je recevais tout, il m'appelait Jacques, il y a ça qui sortit et tout, c'était formidable. C'est un appel au peuple, je dis entre parenthèses, c'est un appel au peuple que Jacques fait parce que en ce moment Universal le boude, il doit aller faire le pied de grue. Universal boude tout le monde. Voilà, donc on n'a pas dit du mal de Virgin, on n'a pas dit du mal d'Universal. Non. C'est bien. Et donc après il y a eu beaucoup de scènes, il y a eu avec le. Alors en 60, je crois que c'est en 75, puisque moi j'ai quitté fin 75. On a fait 110 concerts. Énorme.
L'Olympia, j'imagine. On a fait l'Olympia, on a fait en première partie Dick Rivers, on l'a fait en vedette, et puis on sillonnait la France, quoi. On sillonnait la France avec nos 2 bagnoles, on n'a même pas eu d'accident, c'est génial. Avec vos 2 bagnoles? Oui, on avait 2 bagnoles. Vous étiez 15 sur scène. Et il y avait un bus, il y avait un camion. Non, il y avait un camion. Ah non, au Bonheur des Dames, il courait derrière. On était 7 ou 8 au Bonheur des Dames. Oui, mais 2 bagnoles plus le matos. Plus le matos, ouais. Le matos qu'on s'est fait voler, enfin il y a eu des histoires incroyables. La plus incroyable quand même que je raconte toujours, c'est qu'en 74, les frères Maël du groupe Sparks viennent nous voir à l'Olympia, ou en 75, je me souviens plus, et trouvent ça génial. Et nous proposent donc de faire la première partie de leur tournée européenne, ce qui n'est jamais arrivé à aucun groupe français. Extraordinaire. Mais les premières parties ne sont pas payées puisque c'est promotionnel. Donc, il nous fallait à l'époque, je me souviens, on va dire on avait fait une estimation, il nous fallait 7 000 €. On avait comme vendu 500 000 disques. Donc on va voir notre maison de disques, parce qu'en plus, comme on s'était fait voler notre matériel, enfin bref, et on leur dit, il nous faudrait un peu de rond pour partir faire cette tournée, c'est promotionnellement... non. Donc on n'est pas parti, on n'a pas fait la tournée, voilà. Incroyable. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est pire, c'est que maintenant il faut en plus payer pour faire les premières parties. Même les deuxièmes, moi c'est ce que je fais par exemple. On a parlé de Virgin, on a parlé de Patty McCartney. Qui était cette maison de disques? Universal, enfin c'était Phonogramme à l'époque. Phonogramme à l'époque. Par hasard. Allons-y. Et donc après Au Bonheur des Dames, tu crées un groupe formidable aussi qui s'appelle Odeur. Qui s'appelle Odeur, voilà. Il y a eu un petit gap où j'ai monté un studio à Paris qui avait un peu la cote, qui s'appelait Ramsès, où beaucoup de gens sont passés, beaucoup de gens ont enregistré. Et puis ça me manquait de faire le con, donc j'ai créé Odeur. Parmi les grands qui sont venus enregistrer chez toi, Michel Jonas, Renaud, avec qui j'ai collaboré, fait plusieurs albums, John McLaughlin, pas mal de jazz, Billy Cobham, que des inconnus, Archie Shepp, même Yves Montand, Gainsbourg, il y avait tout le monde est passé là, quoi. J'ai pas fait la question au hasard. Je voulais qu'ils disent. Non. C'est quand même assez incroyable le nombre de gens qui sont venus enregistrer dans ce studio. Les Rita ont mixé un album, je crois. Les Rita Mitsuko un live, ils ont mixé un live chez nous, il me semble. Enfin plein de gens. Et donc, comme tu disais, tu avais envie de refaire le pitre sur scène. Alors, on a, avec le co-créateur d'Odeur, qui était Kostrick Premier, qui a malheureusement disparu, on s'est dit, on va faire un album sans se soucier aucunement on va faire un album pour nous, pour rire, pour se marrer, ce qui nous plaît. Donc, on a fait ce premier album. Sans se soucier de la bienséance. Ouais. C'est ça. Faisons fi de la bienséance. Exactement. Ouais. Puisque à l'époque, notre motto, enfin c'est MO2TO, était Odeur frôle le bon goût sans jamais y sombrer. Excellent. Déjà, vous aviez un créatif d'enfer. Et donc on a fait cet album qui était pas du meilleur goût, je le reconnais, mais enfin en tout cas qui nous a bien fait rire. Et je me suis fait jeter d'absolument toutes les maisons de disques de Paris, sans exception. Et je suis retourné une deuxième fois chez Polydor, et là, un mec qui s'appelait... comment s'appelait-il ? Ismaël ? Non, il s'appelait... mais il y avait Claude Ismaël. Non, c'est bien quand ça je demande. Jacques... son nom me reviendra. Jacques Marbehan ? Non, enfin bref, il a dit, moi je prends. Et on a vendu 100 000 albums. Ah, excellent. Voilà. Je me souviens encore, la première fois qu'on est passé sur scène, c'était... on avait fait l'émission d'Antoine Decaune, qui était mon pote. Chorus. On avait fait l'émission d'Antoine Decaune. Et là, on passe sur scène, on a fait la fermeture du théâtre Renaud-Barrault. Et aujourd'hui, on faisait la dernière semaine du théâtre Renaud-Barrault. Et je me souviens, le premier jour, je descends aux réservations et je dis alors il y a combien de places réservées pour ce soir? Ils me disent c'est pas terrible, 7. Je dis ah oui effectivement, et en fait le premier soir il y avait 300 personnes et toute la semaine après c'était bourré, puisque à l'époque il n'y avait pas internet, mais ça s'appelait le bouche à oreille à l'époque, internet. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la FM, il n'y avait que les grandes ondes qui vous boudaient, donc c'était vraiment... On avait tous des téléphones en bakélite dans nos cartables. Absolument. Radiocom 2000. même pas. Non, mais à l'époque... Ou le bebop. Voilà. Et donc, oui, le bouche à oreille... Et donc ça cartonnait, très important. Et le deuxième album... Et combien de temps au théâtre du Rond-Point Une semaine on a fait. Et vous n'avez pas joué les prolongations tellement ça marchait bien?
Non, mais après on a rejoué, on a fait l'Olympia, on a fait... Quand je dis... Enfin, c'était en 81. Quand je dis que j'ai fait l'Olympia avec Odeur 11 jours de suite, les gens écarquillent les yeux, mais pourtant c'est vrai. Oui, parce que c'était réservé à des Gilbert Bécaud et autres, ça, à l'époque. Non, mais c'est vrai, c'était plein. Alors Ramon, tu nous as choisi des musiques extraordinaires. La chanson suivante est extraite, en fait, faisait partie du groupe de Todd Rundgren, qui s'appelle Utopia. Ils avaient sorti un album qui est un album pastiche des Beatles. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'était... je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'inspiraient beaucoup des Beatles. Tout à fait. Et je trouve qu'ils ont fait un des meilleurs albums d'hommage aux Beatles en copiant les choses. Voilà. Et la chanson s'appelle... Feel Too Good, c'est ça ? Feel Too Good, ouais. Elle ressemble un peu à une chanson des Beatles. Ah, on va vérifier ça après. Hein. On vérifie ça après ou maintenant ? D'abord la chanson. D'abord la chanson. Defaced the Music. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Jacques, il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau de cette chanson. Si tu... Alors, comme on l'a dit, c'est un album qui est à la fois un hommage et un pastiche des Beatles, et on vient de voir combien, avec à peu près les mêmes accords, ils en ont fait une mélodie différente. C'est un très beau disque, un enfant des Beatles. Getting Better, totalement source d'inspiration pour ce groupe Utopia, mené de main maître par Todd Rundgren, qui a aussi travaillé avec... Voilà, oui, j'avais même pas fait attention d'ailleurs quand j'ai fait la playlist, mais Todd Rundgren a produit XTC. Il y a donc une relation entre XTC et Todd Rundgren, et il y en a même une autre. Oui, puisque après, Ringo Starr lui a proposé de venir rejoindre sa formation qui s'appelle le Ringo Starr Old Band, qui change à chaque fois qu'il fait une tournée. Donc il a accompagné Ringo en tournée à plusieurs reprises. Jacques, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est notre invité aujourd'hui ? Alors nous accueillons donc mon ami, parce que nous sommes amis depuis très longtemps. Je note. Vous verrez, monsieur Pipin, pourquoi je note. Ramon Pipin, et voilà, on va essayer un petit peu de retracer sa formidable carrière, et il mériterait un bon boostage là pour repartir, et puis on va bientôt avoir un nouvel album qu'on a déjà eu le privilège d'entendre, Pierre et moi, il y a quelques jours au studio de la scène. Il y a quelque chose que je voulais rajouter, Jacques. Ramon et toi, dernièrement, vous avez vécu une expérience formidable. Vous avez été faire un petit tour en Hollande. Ah, tu veux dire la nuit qu'on a passée ensemble ? Oui, c'est ça. Oui. Je suis jaloux, j'y étais pas. Nous étions 40 quand même. Oui. Alors, on a été. Et j'ai découvert par l'intermédiaire d'un ami un groupe hollandais qui s'appelle les Analogues. Et quand j'ai vu ça, moi qui ai quand même vu pas mal de choses, surtout concernant les Beatles, je suis tombé à la renverse tellement c'était parfait. Donc ce sont des Hollandais, enfin on va en parler tous les deux, ce sont des Hollandais qui recréent exactement, y a un imbécile qui m'a dit mais je préfère voir les originaux, sauf qu'ils jouent les albums que les Beatles n'ont jamais joué sur scène. Oui. Voilà. Et donc c'est d'un perfectionnisme absolu, mais quand je dis absolu, c'est-à-dire qu'ils ont les instruments d'origine, tout est joué à la note près, les voix... C'est les voix, c'est pas d'origine, c'est pas les Beatles, mais c'est quand même absolument bluffant. Donc, et chaque année, ils font un album. Donc, ils ont fait Sgt Pepper's, ils ont Revolver, je l'attends, mais ils vont bien finir par le faire. L'année prochaine, ils vont faire Abbey Road. Et nous avons été voir la création du double album blanc en intégrale, de la première chanson jusqu'à la dernière, il y a un mois. C'était super. Alors, je pensais être le perfectionniste des perfectionnistes, mais je dois quand même avouer que là, je suis battu parce que, comme vient de le dire Ramon, ils vont très très loin. Ils sont allés, mais vraiment au fin fond de l'Angleterre pour trouver exactement le même sitar, parce qu'ils savaient qu'il y avait un mec qui vendait des sitars. Ils ont fait venir un mélotron des États-Unis. Quand il est arrivé, ils se sont rendus compte que c'était infesté de souris. Il fallait le nettoyer complètement pour remonter. Non, c'est formidable. Et ce qui les différencie de ce qu'on appelle les tribus de base, c'est-à-dire les groupes qui reprennent les chansons des Beatles, en général, ils refont les grands succès. Eux, non, c'est un album en intégralité
du début jusqu'à la fin. Et pour le double blanc, on s'est tous posé la question, comment vont-ils faire Revolution Number 9 Alors ce qu'ils ont fait est assez exceptionnel. Pour nos amis, il faut quand même dire que Revolution Number 9, ceux qui ne connaissent pas le double blanc, c'est un montage hétéroclite un peu psychédélique, d'avant-garde, et on se dit comment ils vont faire. Et donc, ils ont tout refait. C'est-à-dire qu'ils ont relevé. Alors donc quand il y a il y a dans Revolution Number 9, il y a un mec qui dit Number 9. Oui. Bon, ça c'était pas difficile à faire, mais il y a on disait pas des samples à l'époque, c'est-à-dire des boucles par exemple d'un orchestre qui s'accorde ou des choses comme ça. Oui. Donc ils ont tout refait à l'identique. Ils ne pouvaient pas avoir accès bien sûr aux bandes originales, donc ils ont tout recréé. C'est le seul morceau où ils ne sont pas sur scène, mais il y a une très belle scénographie avec un magnéto qui tourne. Au moment où arrive cette chanson, on se dit qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils peuvent pas faire ça sur scène en live. Et ils l'ont fait. Et là, tout d'un coup, la lumière s'éteint, et puis il y a une petite lumière qui s'allume, qui est donc le projecteur, et on voit, il pousse sur un tabouret un magnétophone à bande. Je sais pas si c'était un Revox, et ils appuient sur la bande, et tout d'un coup, il y a l'écran qui s'allume, et ils ont fait une sorte de grand vidéoclip en recréant leur Revolution Number 9. C'est formidable. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les analogues et qui voudraient aller voir, ils vont se reproduire bientôt en Allemagne, je crois. Oui, ils continuent de jouer aussi en Hollande. Nous, on a un peu discuté avec eux. On se dit, mais pourquoi vous venez pas en France ? Mais c'est tellement, à mon avis, ça va coûter très cher parce qu'il y a 2 smirmorques. Ils sont une trentaine sur le plateau entre les musiciens, les invités qui viennent, les régisseurs, les mecs qui accordent les guitares. Enfin bon. Alors la dernière semaine du mois d'août, Liverpool célèbre les Beatles tous les ans. C'est une semaine Beatles, il y a des concerts partout, il y a une grande convention, etc. Et ils vont jouer avec le Liverpool Philharmonic Orchestra. Je crois qu'ils refont double blanc. Et je pense que j'aurai le bonheur de les voir à nouveau. Mais là, futurement, avant le mois d'août, ils vont se produire nulle part. Si, ils jouent en Allemagne. C'est vrai que les 40 personnes qu'on a emmenées étaient tellement ravis qu'ils m'ont... Bon, c'était du boulot organisé quand même un peu. Mais tout le monde m'a dit si tu le refais, on y va, on te suit. Donc voilà, on va peut-être être 80 ce coup-ci, je sais pas, on verra. Déjà, vous serez 41 parce que je serai là. Donc, reprenons un peu, Jacques. Donc, Odeur, ça a duré combien de temps ? Alors, Odeur, ça a duré en fait 6 ans, c'est-à-dire de 79 jusqu'à 85-86, quoi. Voilà, on a fait 5 albums. Les 2 premiers ont très très bien marché, surtout le deuxième qui a vendu plus de 150 000 ou un truc comme ça, celui avec la poupée gonflable où il y avait la viande de porc qui est devenue un peu connue et tout. Excuse-moi de te couper, Ramon, il faut bien préciser qu'à l'époque 250 000 disques c'était énorme. 150 000 disques c'était énorme. C'était beaucoup, énorme non mais beaucoup. Parce qu'avant un disque d'or c'était combien de... C'était 500 000. 500 000 et aujourd'hui c'est 100 000. Oh, même pas, aujourd'hui c'est beaucoup moins que ça. Je veux dire, à l'époque, vendre des disques, ça signifiait quelque chose, parce que d'abord, on n'avait pas tout le téléchargement et tout ça, et puis il n'y avait pas toutes ces chaînes FM qui diffusaient à donf. Un ordre d'idée, quand on s'est vu là, pour l'écoute du disque, on a dit, il y avait un pote à nous qui était là, qui s'occupe un peu qui travaille un peu avec un des mecs de R, Jean-Bernard Runkel. Bon, R, groupe connu dans le monde entier. Donc il a sorti son album en France. En une semaine, vous savez combien il a vendu de disques ? Alors, je serais tenté de dire 6 ou 40 000. 40. Tu vois, je disais 6 ou 40 000, tu vois, donc voilà. 40. Ouais, non, maintenant, parce qu'il n'est pas aidé. C'est les sites de streaming qui raflent tout maintenant. Hein. Exactement. Voilà. Alors, je vais demander à Pierre peut-être une chose, parce que normalement, on met les chansons dans l'ordre, mais comme ça fait un moment qu'on parle du groupe Odeur, on a parlé des Beatles, et je ne sais pas si tu peux nous jouer le morceau 15, puisque tu as eu l'idée de refaire une reprise d'une des chansons des Beatles qui s'appelle I Want to Hold Your Hand. C'est Kostrick qui a eu l'idée. Et c'est dans une approche tout à fait incroyable, tout à fait formidable. Et... touchez ma bosse, monseigneur, et écoutez, voilà. Alors là, je crois que ça demande une explication, Ramon. Surtout dire que c'est du 2e degré. Voilà, quand même le dire. Même du 3e et du 4e. Ouais. Vas-y, dis. C'est vraiment sorti du cerveau malade de Kostrick qui avait quand même vraiment des idées de malade. Moi, je les mettais plutôt en musique. Enfin, bien sûr, on faisait ça tous les deux, on cautionnait. Mais disons que
Ça, c'est vraiment son idée. Et pourquoi Moi, je crois qu'il s'est dit quel est le truc le plus éloigné d'I Want to Hold Your Hand, et donc il a dit c'est une marche militaire à connotation Wehrmacht, on va dire, un peu. Et voilà, donc on a fait ça. Et je m'étais fait virer du bureau de l'éditeur français quand j'avais été lui faire écouter pour lui demander d'autorisation. Et on vous a pas. Et il m'a foutu dehors. Ouais. Et ça n'a pas été censuré. On plaisante pas avec ces choses-là. J'ai dit bah bon. Il n'y a pas eu de censure à la radio? Il n'y a rien eu? Bah, c'est pas passé à la radio. Si, la preuve, chez nous. Ouais, chez nous, Attends, c'est pas passé au Pop Club de José Arthur? Je sais pas. Parce que c'est le genre de truc qu'il mettait, lui. Peut-être. Ouais. Il était fêlé et il aimait bien ce genre de truc. Mais enfin, bon. Il faudrait que je demande à Blanc Francard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, mais bon. Voilà. Alors donc, tout ça pour dire que, oui, on en parlait un peu. Odeur, c'est vrai que c'est mon histoire, mais c'est un peu du passé quand même. Je continue. Après Odeur, j'ai quand même fait 4 albums solo et celui-là, c'est même le 5e. Donc j'ai continué dans une veine. Quand tu dis celui-là, il va s'appeler comment, ton nouvel album? Il va s'appeler Qu'est-ce que c'est beau. Et on doit dire, parce que merci encore de nous avoir conviés. Vendredi dernier, nous sommes allés à une écoute privée de ton album au studio. C'est vraiment beau. Et merci. Non, mais je veux pas faire des compliments pour faire des compliments, mais comme je te l'ai dit après l'écoute, il a un défaut, ce disque. C'est qu'il nous paraît trop court parce qu'on aime chacun des morceaux. Et on attend le suivant, on entend le suivant, on attend le suivant, on attend le suivant. Et il y a quoi? Il y a 10 chansons? Et ça, 11, et on a l'impression que ça a duré 10 minutes. C'est vraiment fantastique. C'est la preuve des bons disques. J'essaye de faire le mieux possible, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vrai que je peaufine les musiques, les textes, je passe beaucoup de temps au mot près, à la virgule près. Et voilà. Et ça, c'est autre chose que je t'ai dit d'ailleurs. Dans les textes, ils sont tellement bien écrits que nous-mêmes, Jacques et moi, dans la première écoute, on s'était surpris à chanter la suite du texte sans jamais l'avoir entendu. C'est vrai que dans une chanson, par exemple, je dis, je parle de mes ancêtres. Je dis, cette chanson s'appelle Dans mon arbre généalogique. Je dis que mes ancêtres étaient des génies. Ouais. Et je dis qu'entre autres, ils ont inventé, ça me plaît parce que personne n'a le temps de réaliser. Ils ont inventé l'imprimante 3D pour 421. Ça, c'est. Ah, ça, j'ai adoré. Et c'est vrai que le temps de réaliser pourquoi l'imprimante 3D. Ah oui, parce qu'au 421, on joue avec des dés et il y a 3D. Oh là là. Oui, et là, justement, ça me permet d'aller dans ton sens et pour dire que ceux qui ne connaissent pas Ramon est doté d'un humour caustique et c'est toujours présent. Alors, c'est-à-dire que tu réussis toujours à tirer de ton environnement, de ce qui se passe entre du monde, c'est vrai, de la politique et de tourner ça en dérision, et c'est toujours présent dans tes chansons et on ne s'ennuie jamais. C'est pour ça que quand on t'écoute, c'est à la fois on ne s'ennuie jamais, moi je m'emmerde. Ah oui, si le public est mauvais, tu t'emmerdes. Alors justement, cet nouvel album, on ne sait pas encore sa date de diffusion, mais on va avoir une chance de l'écouter live quand? Alors voilà, je vais passer sur scène dans 15 jours, avec 14 musiciens. Donc, il reste des places. On sera nombreux. Oui, il reste des places. Je pense, je crains même qu'il ne reste des places. Malgré tous les efforts que je fais, je pense qu'il reste des places. Donc c'est le 7, 8 et 9 avril au Café de la Danse à Paris. Donc vous trouvez les places sur Fnac, Ticket, je sais pas quoi. Mais allez-y en plus, parce que la place n'est pas chère. Je regrette de dire ça, mais c'est 29 balles, quoi. Je veux dire. Alors 29 balles, on est 14 sur scène et à la fin de la première partie, puisque depuis 6 mois, enfin un peu, je fais une connerie qui m'est venue comme ça, peut-être à l'initiative d'un copain d'ailleurs, je massacre des standards du rock au ukulélé. Et non, mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un petit gag et tout. Et on a fait récemment Billie Jean, et on a fait 250 000 vues, ce qui est quand même énorme avec cette connerie sans nom, mais enfin qui me fait rire. Et donc à la fin de la première partie, nous allons pour la première fois jouer ça sur scène. Oui, donc, attends, je rappelle, Jacques, excuse-moi, le 7, le 8 et le 9 avril au Café de la Danse à 20h précise. À 20h précise. Parce que c'est pas à 20h30. Samedi, dimanche, lundi. Voilà. Et
le camarade à ton duo avec lequel tu joues, qui s'appelle Camille Saferis, porte un nom, il s'appelle Les Excellents. Et effectivement, on peut les voir souvent sur la page Facebook de Ramon Pipin. Ou sur YouTube, il y a une chaîne Les Excellents. Ouais. Et il massacre effectivement... à la tronçonneuse. On a même massacré Eleanor Rigby, mon cher Jacques, mais on l'a pas encore mis en ligne. Voilà, il y a les Yahoo, Who Are You, qui a été massacré, I Love Rock and Roll de John Baez, Like a Virgin de Madonna. Like a Virgin, I Love Rock and Roll de John Baez. De John Jett. John Jett, s'il te plaît. Non, mais il a un mauvais accent. Ah oui, vraiment. Et alors, il a une autre séquence, ce qui est très amusante, ça s'appelle le journal Atomique. Parle-nous un peu de ça. Alors, il y a fort longtemps, donc en 95, je crois, en 96, je faisais avec mon ex-camarade Yves Hirschfeld un truc qui s'appelait Deux doigts d'info. Ouais. On a fait ça pendant 1 an dans Nulle part ailleurs, où on s'occupait de l'info, on revisitait l'info avec nos doigts. C'est-à-dire que je prenais un casque, on prenait un casque, c'était un vaisseau spatial, et on parlait de l'actu. Ouais. J'ai toujours aimé, moi vraiment, je regarde beaucoup le monde autour de moi, j'ai toujours aimé commenter l'actu. Donc depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire ça chez moi, d'où le nom journal @omic, en commentant l'actu avec ma tête d'imbécile chez moi, enfin je n'ai pas une tête d'imbécile, mais bon, ma pauvre tête quoi, chez moi, et je disais des conneries ou ce que l'actu m'inspirait, et j'ai continué à le faire. Là je le fais moins parce que entre les concerts, les excellents et tout ça, donc je le fais moins, mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre. Ça me plaît beaucoup de faire cette petite virgule sur l'actu tous les jours quoi. Et puis aussi tous les jours un challenge, tous les jours il faut complètement. Et puis une revue de presse, ça se fait pas en 2 secondes. Hein. C'est aussi un formidable conteur de blagues, notre ami. Bon, d'accord. Une blague, allons-y. Une blague au hasard, je vous promets, messieurs et mesdames les auditeurs, cette émission n'est pas préparée. La dernière que j'ai adorée, c'est un type qui se balade dans les Cévennes avec, il vient d'acheter une BM, la grosse BM 7, je sais pas quoi. Il est vachement content, donc il conduit, et puis tout d'un coup, paf, la bagnole tombe en panne. Il se dit, mais elle est toute neuve, je comprends pas, elle tombe en panne, donc il y connaît rien, il sort de la bagnole, il regarde, il ouvre le capot, il referme le capot, rien à faire. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis au loin, il voit un village, donc il descend au village, qui fait il a 1 kilomètre à peu près. Il arrive dans ce petit village, il y a un troquet, il rentre dans le troquet et il dit bonjour, voilà, je m'excuse, mais je suis tombé en panne, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un garage BM dans le village? Tout le monde lui répondait, il dit il n'y a pas de garage BM, il n'y a même pas de garage, le premier est à 15 km, donc non. Ah, je suis embêté, mais il n'y a pas l'un d'entre vous qui s'y connaît en mécanique, si ça se trouve c'est rien. Alors ils disent bah non, on n'y connaît rien et tout. Ah, mais vous pouvez, écoutez, vous sortez du café, juste à côté il y a une petite boutique, le mec répare des briquets, mais il s'y connaît en mécanique. Bah, je suis étonné et tout ça, mais bon, donc il sort, il va voir le magasin d'à côté, il rentre. Bonjour monsieur, pardon, excusez-moi, voilà, je suis en panne avec ma BMW, il paraît que vous y connaissez en mécanique. Le mec il dit, bah je lui connais un petit peu, enfin vous savez, moi je répare surtout des briquets, la mécanique, il y a longtemps, j'ai un peu regardé, mais bon, j'y connais pas grand chose. Ah, ce serait sympa si vous veniez quand même, je suis pas très loin, si ça se trouve c'est juste un fil à rebrancher, je vous donnerai un petit billet. Bon, alors ils partent tous les deux, ils montent à la bagnole, il y a BMW, le réparateur dit bon bah allez-y, démarrez. Donc le propriétaire monte dans la voiture, fait ah ouais effectivement, hein. Ouvrez le capot voir. Donc le mec ouvre le capot, il trifouille un peu, allez-y démarrez. Rien du tout et tout. Et le réparateur lui dit au propriétaire, il dit mais vous avez mis de l'essence dans la voiture? Le mec il dit bah oui bien sûr, j'ai fait le plein il y a 30 km. Il dit ah bon bah ça doit être la pierre alors. Bon alors à ceux qui ne savent pas que dans les briquets il y a une pierre. Ah ouais, mais à partir du moment où on explique une histoire drôle, elle est plus drôle. Ça nous fait penser effectivement dans ton nouvel album, tu fais des clins d'œil à des feuilletons que nous avons connus puisque nous sommes et des chants, des boissons que nous ne pouvons plus nous procurer dans les. Le Viandox. Bah on peut dire, il n'existe plus. C'est Viandox, il n'y a pas de pub. Non, mais ça existe toujours.
c'est un genre de Worcestershire sauce, tu sais, Voilà, que tu mets dans la japonaise, viande. Mais quand on était au lycée, pour avoir l'air un peu adulte, tout ça, on allait au café, on commandait du viandox, quoi. Alors moi, c'était un rhum, hein, personnellement, mais bon, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, mais j'avais l'air toi, tu buvais du rhum. J'avais l'air d'un homme. Et alors donc, quand tu m'as envoyé les chansons que tu voulais nous faire écouter, j'ai donc découvert que ce groupe qui s'appelle Cotton Mather a écrit une chanson dans laquelle tu es le héros. Voilà. Alors, c'est mon frère qui a un très bon blog qui s'appelle le blog d'Old Claude, et qui m'a dit, parce que j'avais mis un morceau de Cotton Mather, pourquoi ? Parce que c'est assez Beatlesien. Totalement. Et en plus, comment s'appelle le chanteur ? Harrison. Ah oui, Harrison. Oui. Voilà, Harrison. C'était inévitable. Et il m'a dit, mais tu devrais mettre, c'est quoi ? Ramon Finds Waterfall. Voilà. Donc on peut écouter cette chanson. Eh ben, on l'écoute tout de suite. Well, everything depends. Vous êtes sur la voie l'Embrasse-Paré, le canal 60 de votre téléviseur, et nous venons d'écouter ce groupe américain d'Austin, Texas, qui s'appelle Cotton Mather, et qui a donc écrit une chanson en mettant à l'honneur notre invité Ramon Pipin, puisque la chanson s'appelle Ramon Finds Material, et qui est Waterfalls. Oui, ça fait 3 fois que je voulais l'appeler comme ça, et elle est extraite de l'album The Big Pictures qui date de 2001. Et comme vient de dire Ramon, il y a peut-être une idée, parce que tu étais parti en vacances voilà, j'étais parti en vacances au chute du Niagara, et donc peut-être que le mec était là, il m'a vu devant les chutes du Niagara, il a écrit la chanson. On n'a pas fermé les chutes pour toi ? Peut-être. Non. Enfin, si ça c'est pas Beatles, c'est quand même formidable. Et je voudrais juste te dire, on va pas avoir le temps d'écouter toutes ces formidables suggestions que tu nous as fait, Ramon, mais ça traduit encore l'incroyable impact que les Beatles ont sur tous ces groupes qui sont des groupes d'aujourd'hui et qui continuent à exprimer les mêmes types d'arrangements, la même qualité de mélodie que les Beatles ont créé dans les années 60. Tout à fait. Reparlons un peu de ton actualité. Ce disque, le dernier disque qui va sortir... Comment est-ce que les idées... Il y a un grand mystère pour moi dans la vie. Oui. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Mais en tout cas, c'est l'inspiration. D'ailleurs, j'en parle sur scène. C'est quand j'ai fait mon disque précédent, qui est pas si vieux que ça, hein, qui est sorti il y a un an, un an et demi, 2 ans. Enfin voilà. Après, on s'arrête, on est exténué, et on se dit mais si ça se trouve, plus jamais ma muse ne viendra me visiter, tout ça. Bon, et l'été dernier, j'ai passé un assez mauvais été pour diverses raisons. Et du coup, ma muse est venue me visiter en Bretagne, parce que je vais souvent en Bretagne en été. Et j'ai fait plein de chansons. Et quand je suis revenu, j'ai appelé mes collaborateurs. J'ai dit, je crois que j'ai des chansons pas mal. On pourrait peut-être refaire un album. Et voilà. Et le résultat est, beaucoup de gens d'ailleurs disent que cet album est meilleur que le précédent. Donc moi, je trouvais qu'il était déjà pas mal. Mais voilà, c'est vraiment mystérieux, que ce soit l'inspiration musicale ou surtout les textes, où je peux rester des jours et des jours sans avoir d'idée. Hein. Moi, je me souviens, un jour, j'ai fait une chanson qui s'appelle La pluie. C'était sur un album d'Aubonheur des Dames. Ouais. Et la pluie tombe tôt dehors, humidifie mes pompes bicolores. Je me suis dit, mais comment ça m'est venu l'idée, la pluie ? Mais pourquoi ? Je comprends pas, je ne sais pas. Mais alors, justement, ce qui est très important de dire, c'est que tu n'es pas tenu par une maison de disques, donc tu n'as pas à sortir un album contractuellement tous les 18 mois ou un truc comme ça. Non, là, je l'ai fait. Et tu sors un album quand tu as des choses qui te viennent. Je l'ai fait parce que j'avais envie. J'adore ça. Hein. En même temps, être en studio, c'est vraiment ma vie, c'est ce que j'aime. Travailler avec des musiciens, faire de la bonne musique. Là, sur cet album, par exemple, il y a une chanson sur. J'ai eu l'idée d'un parc, comment on dit, un parc d'attractions dédié aux dictateurs. Bon. J'ai trouvé le titre, ça s'appelle Pol Pot Park. Ouais. Comment ça m'est venu ? Je sais pas, parce que si ça s'était appelé Kim Jong-un Park, ça sonnait ça pas. Veut rien dire. Et Pol Pot Park, ça sonne super. Et je me suis dit, bah tiens, très bien, on va faire la chanson comme ça. Je dois avouer que moi, j'ai vraiment l'impression que son album précédent, qui s'appelait Comment éclairer votre intérieur. Il est sorti hier, et tout d'un coup, on a un nouvel album de Ramon Pipin. Et c'est vrai que il y en aura peut-être plus. Hein. Ah non, mais attends, sur l'album précédent, j'ai quelque chose à dire. Ouais. Il a été produit par
tu as fait demande à des personnes pour la J'ai fait un production? crowdfunding, ouais. Oui. Et ça a suffi pour Pas du tout, mais ça y a contribué. soulagé, on va dire. Ouais. Voilà. Et cet album-là, tu l'as fait seul? Je l'ai fait seul, ouais. Bravo. Et alors c'est vrai que l'écoute, Merci papa. Non, bravo. Parce l'écoute que qui a été la nôtre vendredi soir. Je a remercie été, mon père qui m'a laissé un peu de sous quand il est décédé. Voilà, je dis la vérité. Non, mais je suis Il y a désolé des gens qui d'entendre achètent ça. des parkings, moi je fais des disques. Ouais. Donc je disais que l'écoute que nous avons eue en avant-première vendredi soir nous a donné tous, enfin beaucoup d'entre nous qui connaissons son album précédent, on le trouve plus percutant, plus cohérent, Joyeux. plus joyeux. Et Moi je trouve que se dégage une espèce de noirceur quand même de cet album. Tu sais, c'était la première fois en fait quand vous êtes venu là que je l'ai écouté un peu dans son intégralité. Ça faisait un mois que j'avais pas écouté. Ouais. Et quand je fais cette chanson quand même sur les dictateurs et tout ça, c'est quand même bon. Bien sûr, ça déconne, mais en même temps, c'est pas très marrant, quoi. Tu vois, oui, mais alors, je vais te dire, Ramon, je pense que souvent les artistes sont les moins bien placés pour jauger leur œuvre. On sait que Lennon ne voyait pas quelle chanson sortir en single. Ah bah oui, parce que Léonard de Vinci trouvait que la Joconde c'était à chier. Mais franchement, ce qui est génial. Tu parles de... Moi, je suis allé la voir, j'avais 25 ans la première fois, Léonard de Vinci, la Joconde, et qu'est-ce que je vois? Un timbre-poste, derrière d'énormes miroirs, vitres, bourré de japonais devant, j'ai rien vu. Ouais. Non, mais j'ai dit ça sciemment parce que Ramon nous dit c'est un album noir, excusez-moi, mais j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup rigolé vendredi soir. Non, j'ai pas dit noir, mais il y a des sujets d'inspiration sur le monde d'aujourd'hui. C'est vrai que par exemple la chanson sur les mots de passe où je dis bon c'est drôle en même temps, mais en même temps quand t'es chez toi et que t'as paumé tous tes mots de passe, c'est quand même vraiment catastrophé quoi. Ouais. Mais l'humour noir est souvent le plus. Ah ouais, plus j'adore ça. Hein. Et quelle place va-t-il avoir cet album les 7, 8 et 9 avril prochain? Ah bah je joue tout l'album, c'est pas compliqué. D'un seul coup ou... Non, c'est saupoudré. Avec Revolution Number 9. Et donc dans le spectacle, bon, il y a donc cette première partie où on est, il y a deux guitares électriques, une guitare acoustique, mandoline, violon, saz, banjo, batteur, basse, deux claviers, moi, mon épouse Clarabelle pour chanter. Oui. Et deuxième partie, on est rejoint par le quatuor Psoriasis, qui est un quatuor à cordes. Donc. Oui, mais il est très important que, je le répète, le concert au Café de la Danse commence à 20h précises et pas à 20h30 et se terminera à 22h30 précises pour des raisons contractuelles. Donc j'essaye de rentrer tout à la chaussette, de faire toutes les chansons, on va voir. T'as répondu à la question? Quelle chanson tu vas faire ou pas déjà? Parce qu'il y en avait une qui était en trop, parce qu'on arrivait à 22h33. J'ai tout gardé pour le moment. T'as tout gardé, bon, très bien. T'as pas viré la porte du jardin, c'est ça? J'ai hésité, et puis c'est quand même bien rock, donc pour le moment on l'a conservé. Puis bon, c'est vrai que les chansons sur la sodomie, il n'y en a pas beaucoup, donc... Sur la quoi? Excusez-moi, madame. Non, voilà, c'est dit, voilà. Bon, on est en direct. Hein. Alors, dans ton... Cette chanson a été programmée, mais 600 fois sur une radio, c'était quoi? Oui, FM. Mais c'est la seule radio qui l'est programmée. De Notre-Dame. Non, c'est la seule radio. Mais je ne dis rien. D'abord, moi, je ne prononce jamais de vos vues de guerre. Oui. Et donc, c'est juste très vrai. C'est très vrai. Sous-jacent, voilà. C'est très vrai. Pour moi, c'est une chanson sur le jardinage, c'est tout. Hein. Oui. Le titre suivant, c'est Julian Lennon. Et alors, pourquoi Julian Lennon? Voilà. Oui. Pourquoi, parce que Jacques le sait très bien, de tous les rejetons des Beatles, c'est quand même pour moi le seul qui est vraiment beaucoup de talent. Il a un peu abandonné la musique pour se consacrer à la photo, malheureusement. Et il a fait plusieurs albums superbes, dont ce Photograph Smile. Et il y a un morceau, on dirait franchement son père. Quoi. Là, oui, il a sorti 7 albums. Il chante merveilleusement bien. Oui, 7 albums. Ce qui n'est pas le cas de Sean. Et je suis d'accord avec Ramon. Photograph Smile, c'est un très très bon album. Et le titre, c'est I Don't Wanna Know. Alors là, c'est vraiment un hommage à son père, mais c'est vraiment du mimétisme. L'album date de 1998. Julian Lennon, I Don't Wanna Know, extrait de l'album
Photograph Smile, qui est un disque, quand on l'écoute la première fois, on dit qu'est-ce que c'est que ça, et comme on dit en anglais, it grows on you. Plus vous l'écoutez, plus vous aimez cet album. Ouais. Et il chante remarquablement bien, Julian. Hein. Vraiment. Et il ne copie pas son père, et d'ailleurs souvent on trouve qu'il a plus des mélodies qui ressemblent aux mélodies de McCartney que celles de son père. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et son premier album s'appelait Valotte, c'était incroyable, il disait John Lennon est de nouveau là. Mais peut-être qu'il préférait McCartney lui aussi dans les Beatles, il a dû choisir qui il préférait aussi. Je crois qu'il n'a pas beaucoup vu son père. Alors on rappelle pour l'anecdote que lorsque Paul McCartney a composé Hey Jude, au départ, il voulait l'appeler Hey Jules, et qu'il l'avait composé en allant justement rendre visite à Cynthia et Julian au moment où Lennon et Cynthia commençaient à se séparer. D'accord. Revenons sur ton actualité, Ramon. Donc, un disque qui va sortir. Les 7, 8 et 9 avril prochain, 3 concerts qui débuteront à 20h précises au Café de la Danse. Les musiciens sur scène vont-ils être les mêmes que ceux qui ont joué sur ton disque ? Oui, absolument. Et réciproquement. Absolument, ce sera les mêmes, la même équipe que j'ai appelé cet orchestre le Ramon Pipin Band, sans le apostrophe S évidemment, cette fois, tu vois. Et ils sont fidèles, enfin le Marc Perrier qui est le bassiste, je travaille avec moi depuis très très longtemps. Après, j'ai un nouveau guitariste qui est absolument exceptionnel, qui s'appelle Brice Delage. L'ancien est toujours là, hein, Stéphane Dérault, mais lui c'est vraiment une pointure, ça va être vachement bien. Hein. Donc il va m'amener un peu un côté plus rock que dans l'album précédent, je pense. D'accord. Oui, je disais donc tu es un homme fidèle, tu joues avec les musiciens qui te connaissent bien et il y a déjà ce ressenti entre vous. Vous vous regardez, vous savez ce que vous voulez faire. Quoi, enfin, ils m'aiment pas beaucoup, mais bon. Oui, mais ça, d'accord. Mais tu les payes bien, donc. Tu les frappes, tes musiciens Non, ça se passe bien. Tu sais, malheureusement, là, pour rentrer dans des détails un peu triviaux, on n'a pas beaucoup de temps, donc on arrive, ils ont tous les partitions, ils jouent un peu ce qu'il y a écrit. Bon, ceci dit, ils ont participé à l'album, ils savent ce que je fais, ils savent, enfin bon, par exemple, tous mes enchaînements où je dis des conneries sont balisés, le batteur sait qu'après tel mot il doit reprendre pour le morceau suivant, enfin c'est quand même... Oui, il y a un vrai conducteur, il y a un vrai conducteur. Non mais c'est... Et donc, combien sur scène vous êtes ? 14. 14. Y compris toi et ta femme. Oui. C'est incroyable, 14, c'est pour 20 un big band, je réinsiste. Surtout c'est pas très grand comme je ça. Réinsiste. Donc dans une petite salle, 14 sur scène à 29 € la place, mais dépêchez-vous d'aller au Café de la Danse. 14 sur scène à 29 € la place, ça fait 2 € le mec, à peu près. Oui, mais c'est rien. Et une place qui fait quoi, 300 places, 400 places 300, enfin 400 on commence à être serré. Hein. Oui. Alors justement... 7, 8, 9, est-ce qu'il y a déjà des dates qui sont complètes et il faut mieux orienter ? Je sais pas. Bon. Voilà une réponse précise. Je pense qu'il y a de la place. Alors, si vous voulez nous voir, on y sera le 8. Et puis ça tombe bien, c'est le 8 et le 9, il y a la grève des trains. Bon, c'est bien. Très bien. Bon, on y sera le 9 aussi, parce qu'on viendra faire la claque. Non. Et est-ce qu'il y a tu as dit qu'il y avait un conducteur parfait. Est-ce qu'il y a un peu de place à l'impro dans ton spectacle ? Ou alors tout est vraiment écrit à la... Ouais, c'est-à-dire moi, ça va être compliqué. Parfois je change, au lieu de dire et, je peux dire ou. Comme ça. Oui. Ouais, c'est l'inspiration. Il y a très peu d'impro. D'accord. Sauf que c'est ce que j'ai dit hier, parce que hier j'ai mis sur Facebook un truc, je dis... il y a des gens qui me disent quel jour il faut venir. Alors je dis le premier jour va certainement y avoir des pains, des choses comme ça. Donc le deuxième jour, il peut se passer des rectifications, y compris même des morceaux qui sautent. Donc je dis si vous voulez voir le truc, c'est peut-être le premier jour qu'il faut venir, quoi. Voilà. Donc, et après là, il y a des gens qui gueulent parce qu'ils ont choisi un autre titre, un autre jour. Ou si j'ai des propos choquants et je peux en avoir, et le mec va dire non, t'exagères, tu peux pas dire ça. Et le lendemain, peut-être que je vais m'auto-censurer, ce qui m'étonnerait quand même. Et après le Café de la Danse. De dire des conneries ? Ouais, j'arrête. Ah bon. Mais qui sont écrites. Ah bon, très bien. Bah oui, parce que si ça fait un flop. Et après le Café de la Danse, il y a des tournées en France. Une tournée, non, mais il y a quelques concerts un peu prévus en France. J'ai essayé des années de tourner, d'être invité dans les festivals. Ça veut dire quoi que tu as essayé ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équipe pour la promotion ? J'ai contacté. Ah non, je fais tout seul. Donc si quelqu'un nous écoute et qu'il est prêt à être l'attaché de presse de Ramon Pipin à titre gracieux et avec
avec un intérêt sur les ventes, avec un intérêt sur les ventes de disques. Attaché de presse, c'est un peu difficile parce qu'un attaché de presse, il va me demander un billet de 3 000 €, et puis dans 4 mois, il va arriver en disant j'ai un truc dans Paris Turf, mais c'est tout, voilà. Donc pour 3 000 €, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça que j'ai dit à titre gracieux et intéressé sur les ventes. Hein. J'ai bien précisé ça. S'il y en a. Parce que en gros, ce qui est fantastique, c'est que tu te produis au Café de la Danse régulièrement, presque. Bah, c'est la 4e fois que j'y passe, ouais. Et c'est en combien de temps? En 5 ans? Un peu plus quand même. Je suis passé il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans. Avant, il y avait eu 1 année, je crois. 3 ans, ça va faire 6 ans, ouais. Ouais, 5-6 ans, c'est ça. Mais c'était une date unique la dernière fois. Là, t'en fais 3. Ouais. Pourquoi 3? Qu'est-ce qui... Parce que je me suis dit, comme j'avais quand même étendu mon réseau un peu de Facebook, Twitter et tout ça, je me suis dit, je peux peut-être faire 3 dates, quoi. Moi, j'adore ça, être sur scène. Donc, nous, on adore te voir sur scène. Pourquoi se restreindre? Jacques. Eh bien, on va essayer de saupoudrer cette conversation des chansons que Ramon Pipin nous a choisies. Et là, on va écouter un groupe qui s'appelle The Nines. Et moi, j'ai lu un peu leur biographie. C'est un groupe qui vient, un groupe canadien, d'Ontario, dont l'un des 2 membres s'appelle Paul McCulloch. Ça pourrait être Paul McCartney, mais non, c'est Paul McCulloch. Et Steve Eggers, qui est donc certainement... Alors c'est lui qui est le compositeur principal. Oui. Et alors lui, on va dire qu'il a beaucoup écouté Paul McCartney quand même. Hein. Oui, puis j'ai vu qu'il a travaillé avec des gens incroyables après, Ron Sexsmith, Motley Crue, Roger Hodgson de Supertramp. Et puis, incroyable, il a travaillé avec Andy Partridge de XTC, dont on parlait tout à l'heure. Et voilà. Et puis, il a également travaillé avec les Jellyfish, dont on entendra un morceau peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et là, tu as choisi quel morceau donc c'est vraiment un très très beau morceau qui s'appelle Good Night My Love. C'est vraiment superbe. Extrait d'un concert. Good night, my angel. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur. Nous venons d'entendre le groupe The Nines, une chanson qui s'appelle Good Night My Love, extrait de l'album Nine Lives de 2014. Si ça, c'est pas du Beatles, excusez-moi, mais... Et très McCartney, bien entendu. Très McCartney, oui, très McCartney. Alors, donc tu sors ton nouvel album, tu as cette série de concerts, on aimerait qu'il y en ait d'autres. Moi aussi, j'aimerais. Messieurs les tourneurs. Non, mais surtout les festivals, parce que bon, à la limite, le vrai problème, c'est qu'on est quand même beaucoup. Je travaille dans le luxe, on va dire. Pour recréer mes albums, c'est pas comme les analogues, mais sur scène, il faut du monde. C'est pas simple. Sinon, il faut que je repense tout. En me disant, je vais partir à 4 personnes. Bon, d'accord. Oui, bien sûr. Mais le jour où un mec va me dire, je te propose 10 dates à 4, je vais peut-être me pencher sur la question. Tant que personne me le propose, je vois pas pourquoi je ferais un répertoire réduit, tu vois. Je vais poser une question très indiscrète. Tu n'es pas obligé de répondre. Un album auto-produit, ça coûte combien? Écoute, 30 000 €, celui-là. D'accord, vous faites le calcul, parce que 30 000 €, un CD est vendu en moyenne 15 €. Ouais. Sur un CD, le prix de revient d'un CD avant qu'on le mette en vente à 1,20 €. Non, mais je pourrais faire un album chez moi, dans ma chambre. J'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé que je pouvais me le permettre, au risque d'être sous les ponts demain. Donc voilà, j'en ai fait 2, j'en ferai peut-être jamais 3. Bon, voilà. Ça, je souhaite pas que tu n'en fasses pas 3, parce que, encore une fois, allez voir Ramon Pipin au Café de la Danse, le 7, le 8, après, tout le monde va dire ce mec est insupportable, il passe son temps à geindre, à se plaindre. Ça doit être mes racines ashkénazes, effectivement. J'ai pas voulu le dire tout à l'heure. Oui, parce que alors là, ça nous permet de revenir sur I Want to Hold Your Hand, c'est que faire une version un peu Wehrmacht des Beatles, d'une chanson des Beatles, alors qu'on est soi-même un ashkénaze, ça prouve que ça peut pas être du tout. Ça prouve que ça peut pas être du tout de la part de gens. Mel Brooks, il a raison. On ne peut en aucun cas imaginer qu'il a fait ça au premier degré. Mel Brooks, Springtime for Hitler. Oui, tout à fait.
Donc, si on se penchait un peu plus sur cet album, Juste- qu'est-ce que c'est beau. Pardon, oui. juste une petite question. J'imagine que tu as démarché des gens comme les Vieilles Charrues, le Printemps de Non, Bourges. parce que j'ai pas de contact, j'ai démarché des tourneurs. Mais non, j'ai jamais appelé les Vieilles Charrues, et puis je sais pas le faire. C'est quoi les tourneurs? C'est Jean-Claude Camus, Coulier et tout ça? Ouais, Bon, moi, je vais le faire. Olivier Poubelle. Mais, Moi, je vais le faire. ouais, je vais les ouais. contacter. Ouais. Non, mais là, si nous, on peut t'aider. Jacques Bah, et non, moi- mais c'est super, non, mais- c'est super gentil. Hein, Non, il n'y a pas de gentillesse. mais- Si on ne croyait pas en toi, on ne parle pas de ton passé, on parle du futur. Vraiment, vendredi, on en a pris plein la gueule, Jacques et moi, avec l'écoute de ton Ouais, je album. pense que c'est un bon album. Et, mais bon, et après, si on peut t'aider, on va le faire, sincèrement. N'oublie pas que ce qui marche quand même, c'est le rap, c'est Le tout ça. Hein. Ouais, bah oui, moi, c'est pas ma culture, j'ai beaucoup moi de non mal plus. avec ça, je le moi aussi. regrette d'ailleurs. Il y a des. Bon, mais j'ai deux filles, elles écoutent du rap, elles écoutent. Mais je ne savais pas que Julien Doré, c'était du rap. Alors après, c'est vrai qu'il y a des trucs étonnants. Alors en ce moment, comment elle s'appelle Juliette Armanet, on entend qu'elle partout. Ouais. Brigitte. Bon, pourquoi pas. Oui, les Brigitte, ouais. Pourquoi pas, les Brigitte, bon, c'est sympa. Vianney, pourquoi. Non, mais je dis pourquoi pas. Mais bon, je sais pas si ça restera à la postérité. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, Ramon, je crois. Mais je sais, genre- dis tout de suite que je suis un vieux con, mais dis-le. Alors, t'es pas un vieux con. T'es pas vieux d'abord. Et. Un peu quand même. Et puis, ces gens-là, ils font partie d'une maison de disques. Ah ouais. Et ils bénéficient de locomotives dans les maisons de disques en disant si vous prenez pas un tel, on vous donnera pas. Voilà. Ouais, il y en a beaucoup Et- qui sont chez Tôt ou Tard que j'ai sollicité. Si je me il est permets, jamais venu. Hein. Est-ce que tu connais Nagui? Nagui Oui. Un petit peu, j'ai déjà fait des émissions avec lui, ouais. Attends, faut le ressolliciter, c'est pas possible. Ben, Mais non, je le connais pas. quand personnellement. non, mais on va pas avoir Bon, la moi, prétention vraiment, là, d'être- Bon, là, je dis- fais l'émission je- d'Antoine Decaune je- vendredi, Ah, qui est quand même bien. Sur, France Inter Moi, je Très bien. prends l'engagement devant nos amis que je vais tenter de t'aider avec mes moyens. On verra bien. Ce que tu dis, Jacques, qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai. Hein. Moi, alors, qu'est-ce que c'est beau? C'est le titre du nouvel album. Qu'est-ce que c'est beau? C'est un titre dans le titre du nouvel album. Ouais, c'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, qui est à la fois humoristique, un peu tendre, qui On parle de qui quoi raconte des choses un peu vraies sur moi et des choses, enfin sur moi ou sur mes amis ou ce que j'ai pu connaître. Ouais. Et puis j'avais vu un film magnifique d'un auteur coréen, parce que le cinéma coréen j'étais très très fan, qui s'appelle Lee Chang-dong. Et ça s'appelait Secret Sunshine, ce film, et c'est l'histoire d'une femme qui perd à la fois son mari et son enfant, je crois. Histoire gay. Ouais, Lee Chang-dong est un des plus grands réalisateurs que je connaisse. Il a fait un film merveilleux qui s'appelle Oasis, un film sur le handicap qui est absolument génial. Et dans ce film, qui dure assez longtemps, cette femme essaye de se reconstruire, et la fin du film, on voit juste une flaque d'eau, comme ça, Ouais. avec les reflets du soleil. Et ben voilà, ma chanson, c'est un peu ça, quoi. Eh bien, faisons entrer le soleil dans vos oreilles. Nous sommes sur la voie d'Embrasse-Paris, le canal 60 de votre téléviseur, et nous venons d'écouter Qu'est-ce que c'est beau. C'est très McCartney aussi, très Beatles, hein, dans les chœurs, dans les arrangements. On voit que tu es un bon élève Beatles, un student Beatles. Moi, comme on dit. j'aime pas trop, hein, moi. Pas trop, tout à fait. Ramon Pipin avec nous Ouais, pour son non, mais les nouvel Beatles, album. pourquoi j'adore, enfin, c'est même pas ça, je vénère les Beatles. C'est des immenses mélodistes, voilà. Et moi, je suis attaché à la mélodie. Aujourd'hui, c'est vrai que ça disparaît. Bon, dans le rap, il n'y a pas de mélodie, c'est autre chose, c'est le rythme, le flow, ce qu'on raconte et tout ça. Peut-être mon âge fait que moi, je suis attaché à la mélodie, donc. Si on est attaché à la mélodie, on ne peut pas mépriser ou faire l'impasse sur les Beatles, c'est impossible. Oui, je pense qu'effectivement, on en a souvent la discussion avec Pierre. Pour moi, tu sais ce que dit Ken Scott à propos de la musique? Il dit la musique, c'est de l'émotion. Mais j'y ajoute de la mélodie. Je crois que s'il n'y a pas de mélodie, ça ne peut pas s'inscrire dans un inconscient Ceci populaire. dit, de l'émotion, si tu prends des chansons ultra simples comme Working Class Hero de John Lennon, la mélodie est simple, mais l'émotion, putain, elle est là. Parce qu'il y a la voix, il y a
y a la manière de Tout à fait. c'est fait, c'est-à-dire une guitare, une voix, c'est tout, quoi. Et à contrario, il peut y avoir des musiques très violentes. S'il y a une mélodie, ça passera. Alors que je défie quiconque que tu vas croiser dans la rue de nous chanter un morceau. Ah mais moi, il y a un groupe suédois qui s'appelle Meshuggah. C'est pas Meshuggah. Meshuggah, c'est vrai que c'est un mot yiddish qui veut dire fou. Voilà. Alors c'est extrêmement violent, mais c'est vraiment extrêmement violent. Ce sont des virtuoses, je ne sais pas si vous connaissez. Violent, ça veut dire c'est métal. Oui, c'est vraiment métal, d'une virtuosité incroyable, avec des parties de guitare invraisemblables, à toute vitesse et tout ça. Et moi, ça me provoque, dans un idiome totalement différent de ce que j'écoute, ça me provoque aussi une émotion, une espèce de un peu proche des derviches tourneurs, c'est-à-dire c'est hypnotique. Je peux écouter ça vraiment, et ça n'a rien à voir avec. Et d'ailleurs, puisque tu parles de tes goûts, je sais que tu es aussi très voilà, c'est très très éclectique. À un moment, tu as même fait une musique qui était largement inspirée de Divo, qui était très électronique. Tu peux nous en parler? L'homme du Picardie. C'est sur l'homme du Picardie. Pourquoi j'ai décidé de... Je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est-à-dire quand j'ai eu l'idée de faire cette chanson sur l'homme du Picardie, en expliquant que, moi qui regarde quand même pas mal de séries, en expliquant qu'aucune, bien sûr, n'arrivait à la cheville de l'homme du Picardie dans la maîtrise de l'angoisse du mec qui va passer effectivement son écluse. Interprété par l'acteur Christian Barbier. Voilà. Ouais. Et j'ai fait un truc complètement décalé en faisant un truc un peu divo, années 80, avec des vieux synthés. J'ai été chercher un copain qui s'appelle Michael Garçon, qui a chez lui une caverne d'Alibaba de vieux synthés analogiques, et on a fait ça vraiment avec des machines qu'on sort pas tous les jours, quoi, hein. Des Oberheim, des Moog, des Prophètes et tout ça. Oui. Non, encore une fois, je sais pas parce que c'est mon ami, mais je trouve que vraiment, il mériterait mieux, que son expression artistique. Mais ça va, je suis. C'est pas par rapport à moi, c'est simplement. Et c'est vrai, quand je dis ça sur le texte que j'ai écrit, j'ai dit vos sourires sont ma rétribution. Et c'est vrai que quand je vois, et là je suis très sérieux, la dernière fois que je suis passé sur scène, quand j'ai vu les tronches ébahi de contentement à la fin du concert, tout le monde avait le sourire aux lèvres. Je me suis dit, putain, ça valait le coup de le faire, quoi. Voilà. C'est exactement ça que j'allais dire. Et je regrette que plus de gens ne soient pas là. Alors ça me fait penser un petit peu à ce que nous disions l'autre jour. Il va t'arriver quelque chose d'assez extraordinaire dans peu de temps, parce que tu vas être mis à l'honneur. Ah ouais. Et tu as eu une petite anecdote par rapport à une de tes chansons où les mômes ne veulent pas trop la chanter parce que ça a été mal. Alors, raconte-nous ça un peu. J'ai un ami qui travaille au Conservatoire de Paris, au pôle, comment ça s'appelle, Paris-Boulogne des musiques actuelles. Ouais. Et un jour, son acolyte et je crois supérieur hiérarchique lui dit mais ce serait bien de rendre un hommage à l'œuvre de ton pote Ramon Pipin. Alors il m'a appelé, j'ai dit oui, enfin j'étais un peu étonné. Et pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit parce que ils ont beaucoup d'élèves, donc ce sont des gens qui sortent du conservatoire, c'est-à-dire c'est des super bons musiciens, c'est pas les mecs qui rentrent. Oui, c'est des... Et quand j'ai rencontré cette personne qui s'appelle François Vion, il m'a dit oui, mais parce que je t'explique, les musiciens ils sont là, ce sont des très bons exécutants, mais ils n'ont pas conscience de ce que peut être une œuvre. Déjà, c'est vrai que j'ai essayé de pas faire beaucoup de concessions dans ma vie, hein, donc une œuvre intègre, où la musique a quand même de l'importance et les textes ont également de l'importance. Voilà. Et donc il a voulu montrer à ses élèves qu'on pouvait à la fois faire de la bonne musique, se marrer et dire des conneries, mais pas que. Voilà. Et donc le 25 mai, jour de mon anniversaire en plus, les élèves du conservatoire ça s'appelle le conservatoire Paris-Boulogne, je sais plus. Enfin bon, bref, vont me rendre hommage. Ce sera dans une très belle salle de 17 mètres d'ouverture. À Puteaux, je serai sur scène avec mon camarade Camille pour dire quand même quelques conneries, et ils vont jouer mes chansons pendant 2 heures.
avec 30 musiciens, des cordes, des cuivres. Mais je les laisse faire. Hein. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais qu'il y a des chansons où ils reprennent mes arrangements, mais il y a des chansons où ils font des vraies recréations. C'est Jacques Rouvérolis qui va faire la lumière, c'est-à-dire le plus grand éclairagiste français, l'éclairagiste Hallyday et tout ça, très connu, qui a accepté de faire ça parce que ça lui plaît. Moi, je sais même pas, j'ai même pas souvenir de l'avoir rencontré, mais bon, il doit aimer ce que que je fais, parce que sinon c'est totalement inabordable, voilà, je pense. Hein. Et donc, j'ai hâte. Je vais pleurer, hein, je pense. Non, mais c'est bien de pleurer. Et dans le dernier morceau, je vais essayer de faire venir tous les gens avec qui j'ai travaillé. Ça va être un moment d'émotion quand même. Et donc, tu nous racontes pas cette anecdote, puisqu'il y a eu des paroles d'une chanson. Alors, je l'ai vu samedi, cette personne. Et donc, il y a un chœur d'enfant. J'ai fait une chanson il y a très longtemps qui s'appelait Vilain petit socio. Enfin, c'est Kostrick qui l'a faite. Moi, j'ai fait la musique. Qui se termine par un truc assez violent, assez vulgaire. On s'y attend pas du tout, puisque c'est des enfants qui chantent. Et donc c'est la fille, c'est une petite fille seule qui le dira, mais elle le dira quand même. Ah, très bien. Voilà. Donc si vous voulez savoir de quoi nous parlons et de quelle phrase nous parlons, il faut aller le 25 mai à Puteaux. Alors je connais pas le nom de la salle, mais tu le rediras, je te préviendrai. Tu nous la rechantes aussi au Café de la Danse ? Non, parce qu'il a que 2h30. Voilà. Mais j'ai voulu, comme c'est la 4e fois qu'on passe au Café de la Danse, j'ai vraiment voulu faire des choses nouvelles par rapport aux fois précédentes. Oui, puisque la dernière fois, nous avions chacun les paroles de la chanson et nous devions chanter à l'unisson. Non, là c'est Couscous Bouletium qui clôt le spectacle. Voilà, très bien, merci. Si on reparlait de ton actualité très actuelle, après qu'est-ce que c'est beau ? Comme tu es dans la beauté, il y a un titre qui s'appelle C'était chouette aussi. Alors C'était chouette, c'est sur l'album précédent. C'est un titre que je passe un peu pour mon ami Jacques parce qu'il est quand même d'inspiration harrisonienne, je dois dire. Et c'est un titre sur le vieillissement. C'est très marrant, mais en même temps c'est pas très marrant, quoi. Voilà. Oui. Et je rappelle aussi que en 1981. En 1981, pardon. Le 10 mai. Sur mon album qui s'appelait De l'amour, il y avait une chanson qui s'appelait L'amour sans les dents, qui est une chanson sur l'amour au 3e âge. Et comme je dis souvent, ça nous faisait marrer en 81, ça nous fait moins marrer aujourd'hui. Tu sais ce que ça me rappelle ? Un jour, je ne sais plus sur quel journal, je crois que c'était sur Jour de France, j'avais vu un dessin de Faisan ou un truc comme ça, où il y avait comme une file d'attente. Alors, devant, il y avait les vieux. Au milieu, il y avait les gens de 40-50 ans, et à la fin, il y avait les jeunes. Alors, les jeunes, tu les voyais qui poussaient. Au milieu, donc, les gens de 40-50 ans qui étaient « le monde est beau, le monde est beau ». Et au tout début, c'était les vieux, mais juste devant les vieux, il y avait un ravin. Et alors, les vieux disaient « poussez pas derrière ». Et les jeunes qui disaient « avancez devant ». Donc, c'est peut-être pour ça, mais bon. Alors, on n'a pas choisi One 64 qui colle à l'actualité de Pierre, notre ami Pierre. Moi, tu vois, voilà. Mais donc, écoutons, donc, C'était chouette, extrait de ton album précédent. Nous sommes sur la voie d'Ambroise Paré, le Canal 60, et nous sommes toujours avec Ramon Pipin, Jacques et Pierre au micro. Et Ramon Pipin. Et Ramon Pipin, bien entendu. Et donc, nous venons d'écouter C'était chouette. Extrait de l'album que de l'intérieur. Comment éclairer l'intérieur. Belle pochette d'ailleurs à l'époque. Très belle pochette, belle réalisation. Alors oui, c'est du tabla, c'est du vrai tabla qui est dans... Non, c'est une boucle. J'ai pas pris un vrai tabla. Enfin, c'est du vrai tabla, mais c'est une loupe, quoi. Très bien. Enregistré, ouais. Alors, tu nous as choisi un autre groupe. Cette fois, c'est un groupe mythique, un groupe anglais, 10cc, que j'adore. 10cc, je vais tout de suite balancer les informations consommateurs. C'est un groupe qui est formé notamment avec Graham Gouldman, Eric Stewart, Lowland Cream, c'est-à-dire Lawrence Cream et Kevin Godley. Il faut savoir que Eric Stewart a travaillé après avec Paul McCartney, notamment sur Give My Regards to Broad Street en 1984, et aussi sur l'album Press to Play, où ces deux grands mélodistes ont pondu un album où ils sont un peu sortis des sentiers battus.
pointues. Les mélodies sont moins évidentes, mais c'est un album très intéressant. Il faut savoir que Graham Gouldman sera présent sur scène avec Ringo Starr lors de son passage le jour de mon anniversaire, le 6 juin prochain à l'Olympia. Et ils ont pondu mais un nombre incroyable de mélodies. Ouais, parce que Graham Gouldman était très connu avant même de faire 10cc, puisqu'il avait composé No Mail Today. Tout à fait. Il avait fait Bus Stop pour Manfred Mann. Bus Stop. Attends, Bus Stop, c'était les Hollies? Les Hollies. Oui. Ouais, les Hollies. Oui. Et il avait fait For Your Love, I'll Give You Everything. Voilà. Ça, c'était. Il avait 16-17 ans. Hein. For Your Love, c'est The Spencer Davis Group, c'est ça? Yardbirds. Yeah. Ah, les Yardbirds, c'est Yardbirds, tout à fait. Et donc, après, en fait, Eric Stewart avait monté ce studio dans lequel vraisemblablement ils avaient tous bossé. Ils avaient eu un premier hit qui s'appelait Neanderthal Man, mais ça s'appelait pas encore 10cc. Et ils ont décidé de faire ce groupe. Ils ont fait un premier album qui est bon, qui est pas mal et tout. Mais le deuxième qui s'appelle Sheet Music est un chef-d'œuvre absolu, avec l'inventivité du couple Lol Creme, Kevin Godley, et un peu plus traditionnel Graham Gouldman et Eric Stewart qui composaient des mélodies. Et je dirais c'est un peu comme Lennon et McCartney, c'est-à-dire que, sauf qu'ils étaient 4 alors que les autres ils étaient 2, mais c'est ça, il y a enfin encore que McCartney était quand même assez fou et avant-gardiste, mais disons que dans 10cc il y a vraiment ceux qui vont très très loin, qui tentent toutes ces expériences, et les deux autres qui sont vraiment plus carrés, qui font des mélodies. Et qui sont en plus touche à tout, puisque Godley & Creme sont devenus après des réalisateurs de clips extraordinaires. C'est notamment eux qui ont réalisé le clip de Paul McCartney, Common People, qui est plein d'imagination. Bref, c'est des mecs... Ils ont fait le clip où il y a... alors à l'époque, c'était Brezhnev et Nixon qui se battent dans une... C'était pas Frankie Goes to Hollywood? Frankie Goes to Hollywood, ouais, ils se battent dans un ring. Je sais pas si vous... Oui, je me rappelle tout à fait, bien sûr. Oui. Et alors, donc, le titre choisi, Ramon? J'ai choisi le premier qui s'appelle Wall Street Shuffle, qui est très très bien. Sacré morceau. Sur la voix d'Ambroise Paré. J'adore cette chanson. Nous sommes sur le canal 60 de votre téléviseur, la voix d'Ambroise Paré. The Wall Street Shuffle des 10cc, du groupe 10cc. Si vous n'avez pas cette chanson dans la tête pour tout le reste de la journée, excusez-moi, c'est que vous n'avez rien dans vos oreilles. Voilà. Et nous sommes toujours avec Ramon Pipin, puisque c'est lui qui a choisi toutes ces chansons, et moi je suis ravi. Alors... Oui. Alors donc, j'écoute beaucoup de musique. Ça va du jazz aux musiques de films, puisque j'adore ça aussi. Voilà. J'en ai composé beaucoup. J'en ai fait pas mal. J'ai fait une trentaine de films, télé ou cinéma. Donc je vous recommande la musique de Johnny Greenwood sur le film de Paul Thomas Anderson, qui est absolument génial. C'est vraiment pour moi le plus grand compositeur en activité maintenant. Le mec de Radiohead. Oui. J'ai une question piège. Puisqu'on parle beaucoup des Beatles, lequel des Beatles est ton préféré? Parce que Jacques, quand je lui pose la question, c'est Ringo. 2 minutes après, c'est Paul McCartney. Je crois que c'est Charlie Watts, quand même, malgré tout. Oui, c'est le grand batteur des Beatles. Le grand batteur devant l'éternel. Non, j'ai pas de Beatles préférés parce qu'ils ont tous... j'adore George Harrison. J'avais d'ailleurs mis une chanson à lui. Mais il a quand même eu une période où il a fait des albums plutôt assez mauvais. Mais il a composé des chansons magnifiques. Attends, comment peut-on avoir un Beatle préféré? J'aime bien Ringo, qui est un batteur totalement inimitable. C'est pas le plus grand chanteur de la Terre non plus, on va dire, et pas le plus grand compositeur non plus. T'as écouté son dernier album, non. Ringo? Écoute, vraiment, Jacques, il faudra que tu lui fasses une copie parce que c'est un grand album. C'est un grand album. Ah ouais. Bon, je vais. C'est lui qui a composé, non? Mais oui, il compose depuis un grand nombre d'années, pas tout seul, mais il compose. Pas tout seul, ouais. Il a fait des efforts depuis Don't Pass Me By, qui était un titre de 1963 et qui a mis quand même 4 ans avant de sortir sur le double blanc. Et donc, puisqu'on parlait Beatles, ils avaient un groupe qui était des rivaux, ils sont tous des amis aussi, et qui s'appelait les Beach Boys. Absolument. Alors les Beach Boys, on croit que c'est les garçons de la plage qui s'occupent que de surf et tout, alors que je crois qu'ils détestaient ça. Ils avaient été élevés vraiment à la dure par leur père, les frères Wilson, les frangins Wilson, qui les frappaient à coups de ceinture, je sais pas quoi. Bon, et dedans il y avait un génie absolu
absolu, qui est Brian Wilson, et qui a eu une période avant de sombrer, de passer 2 ans dans un bac à sable dans sa chambre, qui a eu une période magique, quoi. Et magique, il a composé pour moi cette chanson qu'on va écouter, qui est sans doute une des plus belles chansons jamais écrites. D'ailleurs, musicalement, c'est assez intéressant parce que on ne sait pas exactement dans quelle tonalité est cette chanson, puisque ça module sans arrêt et tout. Ça s'appelle God Only Knows, et moi, ça me fout des frissons. Et on parlera après des influences des Beach Boys en 2 minutes. Ouais. Vous êtes sur la voie dans ton... Ah, j'arrive pas. Bon, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, Canal 60. C'est Ramon Pipin qui vous parle. Juste un petit mot en écoutant cette magnifique chanson. Là où les Beatles, et d'ailleurs ils se tapaient la bourre, on va dire, les Beatles et les Beach Boys se rejoignent, c'est sur l'utilisation d'instruments venus d'univers complètement différents, puisque là, dans ce titre que je viens de réécouter, on a des woodblocks, le thème au début est joué au corps et au clavecin. Voilà, et les Beatles aussi, ils essayaient de faire autre chose que des guitares et des basses et des batteries, quoi. Alors on rappelle C'était que des chercheurs musicaux. Ah bah ouais. On rappelle que God Only Knows est extrait de l'album Pet Sounds de 1966. Et c'est quand il a écouté Pet Sounds, McCartney et les autres Beatles se sont dit mais il faut faire aussi bien, et ils ont fait Sgt Pepper's Lonely Cobain. Il faut aussi dire que dans les Beach Boys il y avait un moment un musicien qui s'appelait Ricky Fattar, et que Ricky Fattar a été celui qui a eu le rôle entre guillemets du George Harrison dans un groupe créé par les Monty Python qui s'appelait les Rattles, et qui avait refait l'histoire des Beatles dans un téléfilm qui s'appelait les All You Need Is Cash, et où toute l'histoire des Beatles s'était tournée en dérision, mais c'était extraordinaire. C'était très drôle. Il y avait des beaux invités, il y avait Jagger, il y avait Paul Simon, Harrison, je crois. Harrison qui jouait le rôle Harrison qui a longtemps financé les Monty Python d'ailleurs. Et je vais vous dire une chose, une petite anecdote que vous ignorez. Un jour, il y a un copain qui est directeur de plateau qui m'appelle et il me dit Alain, il faut que tu viennes doubler dans Life of Brian de Monty Python. Il y a George Harrison, et donc dans la version française, il doit juste dire bonjour, c'est moi qui double George Harrison. Je ne savais pas que c'était toi. En plus, il a une apparition vraiment très très courte, puisqu'on le voit. Il fait un des centurions ou je sais pas quoi. Non, il a une barbe, et c'est au moment où Brian est considéré tout d'un coup comme le nouveau Jésus. Voilà, c'était très long. Un titre que tu as choisi, She. Alors, j'ai découvert cette fille, Laura Mvula, qui sort de on sait pas où. Sauf qu'elle a une énorme culture musicale, puisqu'elle a écouté Debussy, machin et tout. Et elle a fait un premier album qui malheureusement a été suivi d'un deuxième nettement moins bien, mais un premier album d'une inventivité incroyable. Je l'ai vue sur scène. Elle chante merveilleusement bien. Elle compose comme ça ressemble à pas grand chose. Et j'adore cette chanson, est superbe. She de Laura Mvula. C'est une chanteuse anglaise. Ouais. Nous venons d'écouter Laura Mvula, qui est originaire de Birmingham. Nous sommes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur. La voie d'Ambroise Paré avec Pierre aujourd'hui, et notre invité, le formidable Ramon Pipin, en notre compagnie. Alors il y a quelque chose qui me rend très triste, Jacques, c'est que les 2 heures arrivent à leur terme. Je voudrais rappeler que d'abord. Ouais, mais moi, il faut que j'aille me coucher, t'es gentil. Hein. Ouais, bah oui, déjà, t'as les cernes sur les yeux. Ramon. Que Ramon, qui nous a fait la gentillesse de venir alors qu'il est très occupé en ce moment parce qu'il a un spectacle qu'il est en train de préparer. Il se produira les 7, 8 et 9 au Café de la Danse. 5 impasse Louis-Philippe. Rue Louis-Philippe. Non, impasse Louis-Philippe, je crois que ça s'appelle. Bon, à côté de la rue de la Roquette. Ouais, c'est dans la rue de Lappe. La rue de Lappe, je veux dire, oui. Et donc les 7, 8 et 9 au Café de la Danse, à 20h précises. Soyez, parce que le spectacle commence à 20h précises. Et également, dans ton actualité, tu sors un nouvel album à la rentrée, qui est en septembre-octobre, qu'on a attendu. Et moi, ce que je vous propose... C'était une exclusivité à cassette, comme disait Jean-Christophe Averti. Et voilà, donc moi je propose qu'on écoute l'album phare et l'album... Pas l'album phare, peut-être pas, le titre de l'album. La chanson titre de l'album, Qu'est-ce que c'est beau, de l'album, Qu'est-ce que c'est beau, de Ramon Pipin. 2 fois.
Et voilà, Jacques, on a pris un train qui nous a emmenés dans tout le voyage avec Ramon Pipin. Et on arrive à la gare de destination finale. Et moi j'arrive avec beaucoup de regrets parce que vraiment, on a passé un agréable moment. C'était fantastique. J'ajoute que qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'était bon aussi. Quel plaisir de. Alors que c'est bon, c'est un autre morceau que j'ai fait il y a longtemps. Mais ce que je voulais, en tout cas, c'est dire aux gens que si suite à cette émission ils sont rétablis, j'aurais pas perdu mon temps. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est des mots très gentils. Ramon, inutile de dire que l'antenne t'est ouverte lorsque ton album sera définitivement mixé et tout ça. Mixé, il l'est. Masterisé. Dès qu'il sortira. Jacques, bonne nuit. Merci beaucoup. Et n'oublie pas, 7, 8, 9 avril au Café de la Danse. Et remettez-vous très vite. Merci. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré et notre programme musical continue.